Oui, de partager sur StreamYard. Tac. Ah oui, je partage déjà le deuxième écran? Oui. Ok. Je crois que je l'avais arrêté le partage. Hop. Ah, il y a un retour. On va y arriver. Et si je fais ça, ça fonctionne. Eh bien, bonsoir. Bienvenue pour ce talk dans lequel on va parler des liens entre le cloud et les aspects Green IT. Donc, on va parler des impacts environnementaux du cloud. Regarder quels sont les impacts positifs, quels sont les impacts négatifs. Je m'appelle Sylvain. Alors, je vais agrandir un peu de mon côté. Hop, ça. Donc, je m'appelle Sylvain Révéro. Je travaille depuis maintenant bientôt 7 ans chez Zenica. Plus de 20 ans dans l'informatique. Pour situer, une de mes premières missions, c'était vérifier qu'un parc informatique passait l'an 2000. Donc, ça vous donne à peu près quand j'ai commencé à bosser. J'ai pas mal bossé. Alors, au départ, j'ai fait de l'administration système et réseau. Et puis, j'ai bossé sur une thématique qu'on appelait à l'époque l'intégration système. C'est-à-dire se retrouver en coupure entre des équipes de développement et des équipes d'opération, vérifier que les développements sortis du four des développeurs allaient fonctionner en prod. Et à l'époque, en fait, on travaillait de manière pas très, très intelligente, puisque j'avais des équipes de dev qui savaient pas trop ce que c'était qu'une prod. J'avais des équipes de dev web qui savaient pas trop ce que c'était qu'un load balancer, par exemple. Et donc, on a entrepris d'essayer de mettre un peu d'huile dans ces rouages-là. Et un jour, il y a un gars qui est venu parler d'un mouvement qui naissait, qui s'appelait DevOps, lors du jug, du Braze Jug. Et j'ai trouvé que ça ressemblait quand même vachement à ce que je faisais tous les jours, d'autant que c'était aussi le moment où le cloud commençait à arriver, où on parlait d'infrastructure as code. C'était la hype de Puppet et de Chef à l'époque. Et donc, je me suis intéressé à ce mouvement, j'en ai même fait mon métier, et donc je suis rentré à l'époque chez Zenica en tant que consultant DevOps, et puis directeur technique de l'agence de Rennes. Depuis, je me suis intéressé à d'autres sujets. Le premier sujet, c'est tout ce qui va être l'innovation managériale et organisationnelle, notamment les inspirations entreprises libérées, s'appuyer sur les principes du manifeste agile pour faire du management, ce genre de choses. Je suis notamment formateur sur Management 3.0. Et puis un autre sujet que j'ai exploré, qu'on a exploré collectivement chez Zenica depuis environ 4 ans, c'est le sujet des liens entre ce qu'on fait au quotidien et l'environnement. Parce qu'on était plusieurs à être chatouillés sur notre fibre écolo personnelle, et à se poser des questions autour de ce qu'on faisait, et donc à vouloir explorer ça. Et comme on était plusieurs chez Zenica à se poser ces questions-là, c'est vite devenu un sujet de l'entreprise, en fait. Et donc on s'est formé, on a formé nos collègues, on continue à former nos collègues, et puis on propose également de former, d'accompagner nos clients sur ces thématiques-là. Donc aujourd'hui, on va parler des impacts environnementaux du cloud. Donc on va essayer de faire une série de zooms, en fait. Donc vous voyez la loupe là, qui est représentée sur ce sommaire. Vous allez la revoir plusieurs fois sur les slides. Et à chaque fois qu'on va voir cette loupe, c'est parce qu'on est en train de faire un zoom particulier. Et ça va être important de bien regarder. Enfin, j'essaierai de penser à vous dire, attention, là, on est en train de faire un zoom, parce que vous allez voir que quand on regarde les impacts environnementaux du cloud, on ne regarde que vraiment une petite sous-partie des impacts environnementaux de l'IT, mais je vais détailler ça. Alors, déjà, premier zoom qu'on va faire, lorsqu'on parle de numérique responsable, on va entendre plein de termes différents. On va entendre parler de Green IT, on va entendre parler d'IT for Green, d'informatique équitable. Vous allez trouver pas mal de termes de ce type-là. C'est un peu difficile à catégoriser en soi, parce que il y a pas mal de choses qui se recoupent. Mais il y a deux grandes tendances. Il y a le côté Green IT d'un côté,
Le Green IT, c'est comment on fait pour diminuer, maîtriser les impacts environnementaux de l'IT. Et puis de l'autre côté, les aspects IT for good, dans lequel est l'IT for green, qui est comment j'utilise l'IT pour diminuer les impacts environnementaux d'autres métiers ou d'autres processus. Donc déjà, le premier zoom qu'on va faire dans cette présentation, c'est qu'on va s'intéresser que au côté Green IT. On ne va regarder que le côté réduction des empreintes environnementales de ce qu'on fait dans l'IT. Le deuxième point qui est important à noter quand on commence à s'intéresser à cette question de l'empreinte environnementale du numérique, c'est le fait que on évolue dans des systèmes complexes et que il est impératif d'avoir une approche systémique, une approche complète lorsqu'on fait des analyses et notamment des analyses d'impact de services numériques. Pourquoi je dis ça? Je vais l'illustrer avec l'exemple de la voiture électrique. Donc là, j'ai représenté une Tesla. On pourrait parler aussi de la Nissan Leaf, qui est un best-seller des voitures électriques. Et à l'arrière des Nissan Leaf, c'est marqué zéro émission. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement zéro émission? C'est-à-dire que si on se fie uniquement à cette indication-là, on va se dire naturellement, la voiture électrique, c'est écologiquement une bonne chose. Il s'avère que si on a une approche systémique, ça va être un petit peu plus complexe que ça. Pourquoi? Parce que faire le raccourci voiture électrique égale véhicule écologique, c'est un raccourci sur 2 plans. Le premier plan, c'est que lorsqu'on dit ça, lorsqu'on dit qu'une voiture électrique, c'est zéro émission, on ne se focalise que sur une seule phase du cycle de vie de la voiture, qui est la phase d'utilisation. Or, avant de pouvoir utiliser une voiture, je vais vous apprendre un truc magique, en fait, il faut la fabriquer avant. Il s'avère qu'aujourd'hui, pour différentes raisons, certaines d'optimisation moindre, d'autres liées aux composants qu'on va utiliser pour fabriquer une voiture, produire une voiture électrique, c'est c'est plus émetteur de gaz à effet de serre que produire un véhicule thermique. Ce qui veut donc dire que si on s'intéresse à l'ensemble du cycle de vie de la voiture, dire que c'est un véhicule zéro émission, évidemment, c'est faux, puisqu'on aura émis des gaz à effet de serre au moment de sa fabrication. Et qui plus est, comme on émet plus de gaz à effet de serre lors de sa fabrication que lors de la fabrication d'un véhicule thermique, il va falloir qu'on ait une phase d'utilisation suffisamment longue pour amortir ce surcoût, cette surémission au départ, au moment de la création du véhicule. Il va falloir qu'on l'amortisse sur un certain temps ou un certain kilométrage d'utilisation. Si ce sujet vous intéresse, je vous conseille fortement 2 vidéos d'un youtubeur qui s'appelle Le Réveilleur, qui a étudié en détail le sujet du véhicule électrique. Et il fait notamment un calcul où il explique que sur un véhicule de la taille d'une Clio, en France, donc avec le mix électrique français, donc à un taux de carbonation qui est relativement faible, pour amortir les émissions liées à la phase de production du véhicule, il faut au moins rouler 30 000 km avec. Ce qui en soi n'est pas forcément énorme, mais ça veut bien dire que si on se focalise uniquement sur le côté zéro émission, on passe déjà à côté d'un truc. Donc ça, c'est le premier truc à côté duquel on passe. Le deuxième truc à côté duquel on passe, si on dit la voiture électrique est écologique parce qu'elle émet pas de gaz à effet de serre dans sa phase d'utilisation, c'est le fait que être écologique, c'est pas uniquement lié au fait d'émettre ou pas des gaz à effet de serre. Par l'important travail du GIEC et notamment le travail de communication que peut faire le GIEC, on est très sensibilisé aux impacts environnementaux sous l'angle de la crise climatique et des dérèglements climatiques. Mais malheureusement, c'est pas la seule crise environnementale en cours. On a les dérèglements climatiques, mais on a aussi des crises environnementales en cours sur la perte de biodiversité, sur la pollution des sols et pollution de l'air. C'est le moment où on sourit vachement dans la présentation. Sur l'amenuisement des ressources abiotiques, etc. Je reviendrai sur ce sujet-là. Et donc, en fait, là encore, si on ne prend qu'un seul indicateur, si on est monocritère dans notre évaluation, on va passer à côté de tout un ensemble d'impacts. Par exemple, le fait que pour produire des véhicules électriques, il faut produire des batteries
qu'aujourd'hui la technologie majoritairement utilisée utilise du lithium et que l'extraction du lithium, bah, aujourd'hui, c'est une activité qui est extrêmement polluante. Alors qui, d'une part, émet des gaz à effet de serre, mais aussi des effets importants sur la pollution des sols et la pollution de l'eau à l'endroit où sont faites ces extractions de lithium. Donc, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que pour évaluer l'impact environnemental d'un produit ou d'un service, il va être important de regarder à la fois différents critères environnementaux et l'intégralité du cycle de vie de ce produit ou de ce service. Et ça tombe bien parce qu'en fait, on a un outil tout fait qui existe pour faire ça. Un outil méthodologique qui s'appelle l'analyse de cycle de vie, qui est même normalisé, hein. Il y a une norme ISO, enfin un ensemble de normes ISO sur l'analyse de cycle de vie. Et qui permet justement de faire des analyses, des bilans environnementaux multicritères et qui adresse l'intégralité du cycle de vie. Et comment ça se passe? Ben, on va regarder ce qu'on appelle les entrants, les flux entrants, donc de quoi on a besoin pour produire le service ou le produit, les matières premières notamment, l'énergie. Et puis on va regarder en sortie bah, ce que ça crée, ce qu'on appelle les flux sortants, ce que ça peut créer et qui pourraient entraîner des pollutions ou qui entraînent des pollutions, donc les effluents liquides, les effluents atmosphériques, etc. etc. On va essayer de garder ça en tête pour la suite du talk, le fait que on va chercher à la fois à être multicritère et à la fois à s'intéresser à l'intégralité du cycle de vie. Alors, si on regarde un petit peu plus dans le détail les impacts écologiques de l'IT, et là on n'a pas encore zoomé sur la partie hébergement, qu'est-ce qu'on constate? Alors je vais essentiellement là m'appuyer sur cette partie-là, sur deux études qui ont été portées par greenIT.fr. Une première sur l'empreinte environnementale du numérique au niveau mondial qui date de 2019 et une seconde sur l'empreinte environnementale du numérique au niveau France qui, elle, date de 2020. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'aujourd'hui, les impacts environnementaux de l'IT, selon cette étude de 2019, ce serait, par rapport à l'intégralité des activités humaines, environ 4,2 % de la consommation d'énergie primaire, environ 3,8 % des émissions de gaz à effet de serre, 0,2 % sur la consommation d'eau et puis en termes de consommation d'électricité, 5,5 %. Alors en soi, on pourrait se dire, bah, finalement, ces impacts-là, par rapport à l'intégralité des services que peut rendre le numérique, c'est pas si déconnant que ça, de se dire qu'on a 5 % des impacts, entre 4 et 5 % selon les indicateurs qu'on regarde, heu, des impacts environnementaux des humains qui sont liés au numérique, pourquoi pas? Le problème n'est pas tant, dans les valeurs absolues, et d'ailleurs là, je cite l'empreinte environnementale du numérique, enfin l'étude de greenIT.fr, mais il y a d'autres études qui donnent des chiffres légèrement différents. Parfois, on trouve plutôt 2,5 à 3 % d'émissions de gaz à effet de serre. Voilà. Dans l'absolu, c'est des fourchettes de valeurs, on va dire. Mais en fait, ce qui est gênant, c'est pas tellement les chiffres de manière absolue, c'est les projections de croissance. Pourquoi c'est gênant les projections de croissance? Donc les projections de croissance, vous les avez là. Donc selon l'indicateur qu'on regarde, on anticipe entre x2 et x3 sur la période 2010-2025, donc sur une période de 15 ans. Et en quoi c'est gênant, cette croissance-là? Bah, tout simplement parce que si vous avez suivi ne serait-ce que les débats ou les publications scientifiques autour du dérèglement climatique, vous avez sans doute entendu parler du fait que l'empreinte carbone moyenne d'un Français aujourd'hui, c'est 10 tonnes, équivalent CO2, aux alentours de 10 tonnes, en comptant les impacts liés aux importations, et que la cible, pour rester dans une échelle de réchauffement à l'horizon 2100 qui soit, en l'occurrence, on parle des 1,5 degrés, qui soit soutenable, enfin, qui nous permettent de ne pas avoir un dérèglement climatique qui s'emballe. Bah, pour ça, il faudrait qu'on descende de 10 tonnes à 2 tonnes. Donc divisé par 5 pour les Français, et à l'échelle mondiale, c'est plutôt divisé par 4. Et donc, là, on a un antagonisme fort entre, d'un côté,
un secteur qui est en croissance importante des impacts environnementaux et sur différents critères. Là, je vous ai donné le critère, des gaz à effet de serre, mais c'est vrai sur d'autres critères, donc notamment l'aménagement des ressources, l'utilisation d'énergie et cetera, l'utilisation d'eau. Là où notre objectif collectif, ça doit être de réduire. Dit autrement, même si, on n'est pas sur des parts extrêmement importantes de l'activité humaine, comme de toute façon on doit tout réduire, bah, on a des efforts importants à faire dans le monde du numérique. Et puis il y a un autre élément qui est important à noter, c'est, la part des différents équipements, dans ces impacts-là. Et aujourd'hui, parmi les faux amis, on a souvent, cette idée que finalement l'essentiel de l'impact du numérique est du côté des data centers. Parce qu'il y a eu beaucoup de médiatisation autour, des impacts carbone de la vidéo, par exemple, autour des flux. Et en fait, c'est pas le cas. C'est pas le cas en proportion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous regardez le nombre d'équipements, informatiques, enfin d'équipements numériques, en divisant ça en 3 tiers, un premier tiers qui serait enfin 3 tiers, en 3 catégories. Une première catégorie qui serait les serveurs informatiques, tout ce qu'il y a dans les data centers. Une deuxième catégorie qui serait tout ce qui est les équipements en réseau, notamment les équipements des dorsales internet et les équipements finaux chez les utilisateurs. Et puis une troisième catégorie qui serait les terminaux clients. Dans les terminaux clients, on va mettre nos smartphones, nos ordinateurs, qu'ils soient fixes ou portables, et puis l'IoT grand public. Ben, on voit qu'on a un effet de masse important, puisqu'on parle d'un côté de 67 millions de serveurs, et de l'autre côté de 34 milliards de terminaux clients. Alors toutes les études arrivent pas exactement à ces chiffres-là, mais grosso modo, on est toujours en dizaines de millions du côté de serveurs et on est toujours en dizaines de milliards du côté des terminaux clients. Donc là, si on prend les chiffres de ce slide-là, en gros, c'est un rapport 1 à 500 entre les terminaux clients et les serveurs. Donc oui, les data centers, c'est consommateur d'énergie, mais en proportion, aujourd'hui, enfin, c'est consommateur d'énergie et ça a d'autres impacts, mais en proportion, aujourd'hui, c'est essentiellement du côté des terminaux clients que se situent les impacts. Et quand on regarde ça un petit peu plus dans le détail, là, on est passé sur les chiffres de la France. Alors, je le précise, c'est important, parce que les chiffres de la France et les chiffres mondiaux ne sont pas tout à fait les mêmes, et notamment sur le côté gaz à effet de serre, parce qu'il y a quelque chose qui est amplifié quand on regarde les chiffres de la France, c'est que comme notre énergie, enfin notre électricité, notre mix électrique est plutôt décarboné, notamment parce qu'on utilise du nucléaire, mais pas que, parce qu'on a aussi de l'hydroélectrique, qui est une énergie, une électricité qui émet peu de gaz à effet de serre. Bah, du coup, on a une part très importante des émissions de gaz à effet de serre qui va se retrouver du côté des utilisateurs. Donc, vous voyez que si on regarde différents critères, donc l'utilisation d'énergie, de gaz à effet de serre, l'utilisation d'eau, l'utilisation de ressources, on est essentiellement du côté des terminaux utilisateurs. Et pourtant, dans ce talk, nous allons faire un focus sur la partie basse, qui est la partie la moins importante. Donc, vous voyez réapparaître notre loupe. Donc, le premier élément important à conscientiser par rapport au talk de ce soir, c'est que on n'est pas en train de parler de là où est la majorité du problème environnemental. D'accord. Néanmoins, c'est pas parce qu'on est sur des impacts plus faibles qu'on ne doit pas les adresser. Et donc, on va regarder cette partie-là sur les centres informatiques. Alors, pour comprendre les impacts de ces aspects centres informatiques, et on va venir au cloud après, il faut d'abord se reprojeter sur qu'est-ce que c'est de l'hébergement de services numériques. L'hébergement de services numériques, c'est le fait de mettre des charges de travail dans des centres de données, dans des data centers. Ça va avoir des impacts liés essentiellement au data center sur l'intégralité de son cycle de vie. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans un data center? On va avoir plusieurs catégories d'équipements. D'abord, au centre, on va trouver les équipements informatiques, donc les serveurs, les baies de stockage, qui vont souvent être organisés dans des racks et qui vont être reliés à un réseau interne du data center, lui-même relié à Internet par une série de pare-feux, de routeurs, etc. Ça, c'est assez classique. Donc cette partie-là, en général, on la conscientise assez bien. Mais un data center, c'est pas que ça. Un data center, c'est aussi d'autres types d'équipements. D'abord, on va avoir des équipements qui vont être liés à l'alimentation électrique, parce que évidemment, quand on a un data center, ce qu'on ne veut pas, c'est qu'à un moment donné,
ils soient en panne d'alimentation électrique, parce que ça nous amène évidemment à éteindre tous les équipements. Donc on va mettre tout un ensemble d'équipements dont le but va être de maintenir la disponibilité des alimentations électriques. Ça va passer souvent par l'utilisation de générateurs de secours, qui eux-mêmes en général consomment du carburant et du carburant fossile, hein. Donc ça va être en phase d'utilisation émetteur de gaz à effet de serre. Et puis on va aussi trouver des transformateurs, des batteries pour faire donc de l'ondulation, du maintien de courant. Donc tout a un côté alimentation électrique. Quelques autres équipements plus annexes, les équipements de sécurité, les équipements qui permettent de piloter le data center, dont globalement l'impact est vraiment en proportion très faible par rapport au reste. Et puis un gros poste, une grosse catégorie d'équipements, ce sont les équipements liés au refroidissement. Parce que toute personne qui a déjà utilisé un portable sur ses genoux sait que quand on utilise de l'informatique, ça produit de la chaleur qu'on appelle chaleur fatale, puisque le but n'est pas de produire de la chaleur, donc c'est de la chaleur qui est produite et la plupart du temps qu'on ne récupère pas, mais surtout dans un data center, bah, les équipements informatiques et dans une moindre mesure les équipements réseau vont émettre cette chaleur, et si on n'arrive pas à la réduire, la disperser, les appareils vont arrêter de fonctionner, puisque en général, il y a des capteurs de température qui les arrêtent tout simplement, et s'il n'y a pas de capteur de température, ils vont juste griller. Donc une part importante de l'activité d'un data center, ça va être le fait de refroidir, d'éliminer la chaleur produite par les serveurs. Donc si on regarde tout ça, ces différentes catégories d'équipements, et si on essaye de se projeter sur l'intégralité du cycle de vie de ces équipements dans le centre de données, bah, on va avoir donc là je l'ai représenté sous forme de 3 grandes catégories. D'abord donc les équipements informatiques, serveurs, réseau, stockage. Donc sur l'intégralité de leur cycle de vie, bah, on va être surtout sur la phase de fabrication, sur les aspects extraction de matières premières pour être capable de fabriquer ces serveurs. Donc ça va être impactant dans la phase de fabrication. Ensuite, on va avoir la phase d'utilisation où ces équipements-là utilisent de l'énergie. Alors je passe assez rapidement sur les phases de fabrication, de transport. Enfin, les phases de fabrication, pour le coup, sont importantes, mais les phases de transport qui, elles, représentent finalement assez peu d'impact dans le cycle de vie. Et donc, en phase d'utilisation, les serveurs vont utiliser, enfin les serveurs, les équipements réseau, etc., vont utiliser de l'électricité. Et c'est un gros poste de dépense, évidemment, dans la vie du data center. Et puis, il y a aussi la phase qu'on a tendance à négliger, mais qui est la phase de fin de vie, dans laquelle il va falloir être capable d'essayer de récupérer des composants lorsqu'il y en a qui sont encore bons dans les serveurs. Et puis, pour ce qui n'est plus bon, essayer de faire du recyclage. Mais malheureusement, c'est pas magique le recyclage dans le monde du numérique, parce qu'on a une telle miniaturisation et un tel mélange de plein de composants primaires que c'est très compliqué d'aller récupérer les métaux, les matériaux qu'on a utilisés pour la fabrication. Enfin, c'est pas vrai pour tous les matériaux, hein. Les châssis en métal, on arrive bien à les recycler. Par contre, un processeur, aller récupérer le silicone au cœur d'un processeur, c'est beaucoup plus complexe. Tout ça, c'est dans un bâtiment. Donc le bâtiment lui-même, sur l'intégralité de son cycle de vie, il va avoir tout un ensemble d'impacts. Déjà à la fabrication et à l'extraction des matériaux nécessaires à sa fabrication, notamment toute la partie béton, acier, etc., où il faut aller extraire les matériaux nécessaires, les transformer. Il y a une partie transport qui, là, pour le coup, n'est pas négligeable sur ces matériaux. Et après, en phase d'utilisation, ça va être, globalement moins impactant. Par contre, la phase de fin de vie sur un bâtiment, là aussi, on recrée de la pollution quand on va le détruire, etc. Bon, c'est pas le sujet sur lequel je suis particulièrement spécialiste, donc je passe assez rapidement sur le côté impact du bâtiment. Et puis, donc, on va avoir tous ces équipements annexes, et en particulier les équipements de refroidissement, qui, eux, vont avoir des impacts au moment de leur fabrication, comme tout équipement, mais qui, eux, vont surtout avoir un impact important en phase d'utilisation. Enfin, en particulier pour les équipements de refroidissement, puisque aujourd'hui, c'est un des gros postes de dépenses des data centers, c'est ce côté refroidissement. Alors comment on mesure tout ça? On a quelques indicateurs qui existent et qui permettent de le mesurer. L'indicateur le plus connu, c'est le PUE, donc Power Usage Effectiveness. Donc c'est un rapport entre l'énergie totale consommée par le data center et l'énergie consommée uniquement par les équipements informatiques. Donc c'est un rapport qui est forcément supérieur à 1, et qui donc illustre ou est censé illustrer
l'efficacité énergétique du data center, du centre de données. Et donc les meilleurs aujourd'hui, des Google, des OVH, arrivent à des PUE qui tendent vers 1,1. Sachant qu'il y a deux problèmes majeurs à ce PUE. D'abord, il mesure un rapport, et donc même avec un PUE très bon, si vous avez un data center énorme, bah, ces impacts vont quand même être énormes, beaucoup plus qu'un petit data center qui aura un PUE un petit peu moins bon. Et puis le deuxième, c'est que ben, cet indicateur, il est aveugle de tout un ensemble de paramètres. Déjà, il ne mesure que l'efficience énergétique, ce qui est un seul des critères. Et puis en plus, si on essaye de se raccrocher aux aspects des règlements climatiques et donc aux émissions de gaz à effet de serre, ben, il ne nous donne pas l'information, en fait, le PUE, parce que ça va dépendre de la localisation du centre de données. Si le centre de données a un très bon PUE, mais est situé dans un pays dont la production d'électricité fait appel majoritairement à des ressources fossiles, au hasard la Chine ou la Pologne, ben, on va avoir certes un PUE qui est bon, mais au final des impacts qui vont être extrêmement importants, puisque l'énergie utilisée, d'un point de vue émissions de gaz à effet de serre, va être importante, va produire beaucoup d'impact. Là où un data center en France, de par, encore une fois, le fait que notre mix électrique est assez, enfin, est plutôt décarboné, ben, un data center en France avec un PUE un petit peu moins bon, au final, va avoir moins d'impact que le PUE en Pologne ou en Chine. Alors, pour ce côté impact carbone, le PUE, il est complété d'un autre indicateur qui s'appelle le CUE, pour Carbon Usage Effectiveness. Et donc, lui, en fait, en gros, il fait une multiplication du PUE par le taux de carbonation du mix électrique qui est utilisé pour alimenter le data center. Donc, ça nous permet de nous raccrocher au moins à ce critère-là. Mais souvenez-vous, hein, on cherche à être multicritère pour cibler un maximum d'impacts environnementaux. Et donc, typiquement, bah, pour le refroidissement, il y a pas mal de techniques de refroidissement qui vont utiliser de l'eau. Et donc, on va avoir un autre indicateur qui s'appelle le Water Usage Effectiveness, qui, lui, va regarder l'efficacité en termes d'utilisation d'eau du centre de données. Et c'est important de bien regarder tous ces indicateurs-là, parce que parfois, vous pouvez avoir un excellent PUE, mais à côté de ça, vous allez avoir un WUE qui est déplorable, parce que en fait, on utilise un système de refroidissement qui fait appel à beaucoup d'eau pour contrer le côté énergétique. Deux articles qui traitent de ça, un qui date, je crois, de 2020, qui a été publié par Bloomberg, et puis un qui date de cet été, publié par Les Numériques, qui font le focus sur ces aspects utilisation d'eau par les centres de données. Donc typiquement, l'article de Bloomberg explique que ben, les centres de données de Google utilisent des milliards de litres d'eau. Alors, soyons très clairs, l'article, il est un peu putaclic. Dans les faits, c'est pas l'utilisation en tant que telle, c'est les demandes d'utilisation faites par Google au gouvernement fédéral américain et au gouvernement des différents États américains. Sachant que c'est des provisions c'est pas forcément ce qui est utilisé dans la réalité. Mais là où ça gratte quand même, c'est que on a des centres de données de Google dans des États américains qui sont en tension sur les approvisionnements en eau potable, par exemple l'Arizona, et que dans certains cas, les centres de données de Google, il me semble que c'est le cas en Arizona, utilisent l'eau qui vient du réseau d'eau potable. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'autres réseaux d'eau qu'ils peuvent utiliser. Quand ils peuvent faire autrement, ils font autrement. Ils ont des data centers dans le nord de l'Europe qui sont au bord de la mer, ils utilisent l'eau de la mer. Ils ont des data centers qui sont dans des zones industrielles, ils arrivent parfois à avoir accès à ce qu'on appelle les eaux grises, c'est-à-dire des eaux qui ont déjà été utilisées par des industriels, qui font rentrer, qui filtrent, qu'ils utilisent pour le refroidissement. Ils se targuent même de la rendre plus propre en sortie qu'elle était en entrée. Mais parfois, c'est de l'eau potable qui est utilisée. Et ce que pointe l'article des Numériques sur les utilisations de Microsoft, c'est qu'en plus, avec les fortes chaleurs qu'on a eues cet été partout en Europe, bah, les consommations d'eau, elles ont explosé par rapport aux estimations. Donc les data centers Azure aux Pays-Bas ont consommé, je crois, 5 fois plus que ce qui avait été prévu par Microsoft et les demandes qui avaient été faites au gouvernement néerlandais. Alors, on a différentes techniques qui permettent de réduire l'utilisation d'eau
tout en évitant de refaire grimper le PUE, parce que historiquement, on avait des PUE forts parce qu'on utilisait des systèmes de climatisation à l'ancienne, ce qui est encore d'ailleurs fait dans des vieux centres de données ou dans des petits centres de données. Donc, parmi les techniques qu'on va trouver, on a la technique du free cooling. Donc, le free cooling, c'est l'idée d'utiliser l'air frais de l'extérieur et de le faire voyager au sein du centre de données le mot m'échappe, peu importe, dans des couloirs dédiés à la circulation d'air frais. C'est une des raisons pour lesquelles le nord de l'Europe aujourd'hui est une destination très prisée par les constructeurs de centres de données, parce que l'air y est frais de manière assez régulière dans l'année, de manière assez constante dans l'année. Là où en France cet été, c'était un pari un peu moins réussi. Et puis on va trouver des choses un peu plus, enfin, qui étaient de l'ordre de l'expérimental, mais qui se développent encore plus, comme le refroidissement par immersion. Donc là, les serveurs sont directement plongés dans un liquide évidemment non conducteur. Donc on appelle ça le oil cooling parfois, parce que c'est une sorte d'huile qui est pas donc conductrice. Et ça, c'est très efficace en termes de refroidissement. Bon, pour la petite histoire, cette photo-là, je l'avais trouvée sur un article qui parlait des systèmes de refroidissement des data centers de la NSA. Et j'ai donné ce talk au DevFest Perros-Guirec, et il y a quelqu'un qui était dans la salle qui m'a dit non, c'est moi qui ai pris cette photo, et c'est dans un centre de recherche de Orange-Lannion qui faisait ces tests-là. Donc voilà, on a un ensemble de techniques qui vont permettre de diminuer les impacts liés au refroidissement. Encore une fois, hein, rappelez-vous que quand on regarde ça, on est focus sur la phase d'utilisation, hein. Potentiellement, la fabrication des climatisations, etc., ou la fabrication des systèmes de refroidissement, ça peut être impactant dans la phase de production ou dans la phase de fin de vie. Et puis sur le côté hébergement, enfin machine en tant que telle, on a pas mal d'améliorations techniques qui sont arrivées dans les, on va dire, les 2 dernières décennies, qui permettent d'optimiser grandement non seulement la fabrication, mais aussi le rendement énergétique des machines. Donc typiquement, hein, on va trouver dans les data centers modernes, et notamment dans les gros data centers des hyperscalers, des machines qui ressemblent à ça. Donc par rapport au serveur qu'on connaît, le serveur 19 pouces standard qu'on peut connaître, et peut-être certains d'entre vous ont déjà été amenés à raquer. L'intérêt de cela, c'est que déjà, vous voyez qu'on n'a pas de châssis autour, donc ça élimine pas mal de choses. Enfin, en tout cas, on n'a pas le beau bandeau Dell avec les LED bleus qui clignotent devant. Et puis, au niveau de l'alimentation électrique, on n'a pas de transformation d'un courant alternatif vers un courant continu, c'est-à-dire qu'il y a directement au sein du data center des gros transformateurs, et après on achemine du courant continu directement jusqu'aux machines. Ça évite d'avoir pour chaque machine de la déperdition dans les alimentations. Et puis, bon, alors, ce design-là, il s'avère qu'il est efficace parce que déjà, il utilise moins de ressources à la fabrication que les designs de serveurs plus conséquents. Mais ce n'est pas la raison première pour laquelle c'est fait comme ça. C'est essentiellement pour la maintenabilité de la chose. Et du coup, ça a aussi un impact sur la phase de fin de vie, ou sur la capacité de réutiliser, parce que c'est pas mal de composants standards et qui sont faciles à enlever, faciles à remplacer. Les barrettes de RAM, elles sont tout de suite accessibles, les CPU aussi, les disques, c'est facile à enlever, etc. Donc ça permet de maximiser le cycle de vie de la machine. Il y a notamment des specs de ce type de machine qui sont partagés d'un point de vue, enfin, sur un modèle open source, par un projet qui s'appelle l'Open Compute Project, auquel contribuent notamment Facebook, Google également. Et puis, comme autre optimisation qu'on va pouvoir trouver, on va pouvoir trouver ce genre de machine. Et donc cette machine-là, c'est un Tensor Process Unit, TPU, Tensor Processing Unit. Donc c'est des machines, donc ça c'est celle de Google, qui sont optimisées pour faire du machine learning. Donc le Tensor vient de TensorFlow. Et donc ça permet d'avoir des machines elles sont moins généralistes, elles sont beaucoup plus spécialisées. Du coup, elles sont beaucoup plus efficientes d'un point de vue énergétique. Elles demandent moins de ressources pour être produites. Par contre, la question qui peut se poser, c'est la pérennité. Parce que si demain, il y a une nouvelle techno qui arrive, qui remplace TensorFlow, et que ces machines-là ne sont pas compatibles avec, elles seront mises à la poubelle. Un article super intéressant, si vous vous intéressez à la question
l'impact des serveurs sur l'intégralité de leur cycle de vie. C'est un article sur le blog de Boavista. Donc, Boavista, c'est un groupement d'intérêt, je crois qu'ils sont en train de créer une association qui travaille justement sur les empreintes environnementales et notamment le fait d'avoir les données pour faire de l'analyse de cycle de vie. Et donc, ils ont regardé dans le détail ce qu'on trouvait dans les littératures sur l'empreinte de la fabrication d'un serveur. Donc, c'est très intéressant. On y trouve notamment des choses assez surprenantes comme le fait que les impacts sur un serveur, on va avoir des impacts particulièrement forts sur les barrettes de mémoire et sur les SSD, qui sont très densifiés et donc qui, par conséquent, ont des impacts importants. Donc voilà pour cette partie hébergement, mais je ne vous ai pas encore vraiment parlé de cloud. On a vu quelques éléments sur le cloud, mais là, on va rentrer un peu plus dans le détail du cloud. Donc le cloud, d'une manière générale, d'un point de vue impact, il va avoir les impacts qu'on a vus sur l'hébergement. Par contre, il va avoir des impacts positifs, le cloud. Et on va zoomer sur une partie de ces impacts positifs. Et pour zoomer sur ces impacts positifs, je vais me rattacher à une définition qui date, qui a plus de 10 ans maintenant, qui est celle du National Institute of Standards and Technology, le NIST, qui dit que pour qu'un produit ou un service soit qualifié de cloud, il faut qu'il réponde à 5 caractéristiques essentielles, je vais vous les détailler juste après, 4 modèles de déploiement et 3 modèles de service. Et à ces 3 modèles de service, j'en ai rajouté 2 qui sont un peu plus modernes et qui ont émergé depuis la définition du NIST. Les 5 caractéristiques essentielles, c'est d'abord la mutualisation des ressources. Donc le fait que lorsqu'on utilise un cloud, on n'a pas chacun sa machine, mais ce sont des machines qui sont partagées, les réseaux sont partagés, les accès Internet sont partagés, etc. Ensuite, les aspects self-service, le fait que le cloud il est utilisable à la demande. Vous n'avez pas besoin d'appeler quelqu'un pour être capable d'utiliser des machines. En général, juste avec votre carte de crédit, vous allez pouvoir accéder à des services. La troisième, c'est accès réseau standardisé. Dit autrement, c'est le fait que lorsqu'on utilise du cloud, tout est pilotable, notamment par l'utilisation de web services. Donc, en gros, c'est une autre façon de dire que HTTP est devenu le protocole Esperanto. Ouais, historiquement, par exemple, quand on faisait du mail, on faisait du SMTP, du POP, de l'IMAP. On avait un client POP IMAP. Maintenant, quand on fait du mail, on utilise un webmail. Quand on utilise HTTP, le reste, c'est planqué, c'est plus visible de l'utilisateur. Le concept d'élasticité rapide, sur lequel je vais revenir en détail juste après, et le fait qu'on soit sur un service mesuré en permanence, et puis mesuré en permanence et au passage facturé à l'usage. Les 4 modèles de déploiement, donc le cloud public, Amazon, Google, etc. Le cloud privé, c'est vous avez votre data center et vous avez mis en place des choses dans le data center privé qui répondent aux 5 caractéristiques essentielles. Parfois, on a aussi le cloud privé externalisé, c'est-à-dire que vous avez pris chez un fournisseur de cloud public un espace dans lequel une partie des choses sont privatisées. Et donc, du coup, on entaille un peu sur la caractéristique essentielle de mutualisation pour avoir des choses qui sont privatisées. Le cloud hybride, qui a un usage mixte de cloud public, cloud privé. Et puis le cloud communautaire, qui est un cas d'usage qu'on trouve quasiment que dans la définition du NIST, qui est l'idée que plusieurs acteurs se regroupent parce qu'ils ont des intérêts communs pour créer leur cloud en commun. Et sur les modèles de service, donc infrastructure as a service, donc le cloud provider gère tout jusqu'à l'OS, grosso modo. Il gère toute la partie hardware, la couche de virtualisation, etc. Le platform as a service, vous arrivez avec votre code, vous le déployez, et le reste est fourni par le fournisseur de service. Et puis le software as a service, vous avez carrément le logiciel qui vous est fourni sous forme d'un service. Et j'ai intercalé là donc 2 autres modèles qui ont émergé depuis la définition du NIST. Le conteneur as a service. Le fournisseur de cloud vous fournit un petit peu plus que l'OS, puisqu'il vous fournit un runtime d'exécution de conteneur. Et le function as a service, là, vous arrivez juste avec des portions de code réactifs et vous composez des applications à base de... C'est ce qu'il y a derrière Amazon Lambda ou le concept très mal nommé de serverless. Et donc, pour zoomer un petit peu sur les impacts, et pour le coup, les impacts positifs du cloud, quand on se rappelle bien qu'il y a tous les impacts négatifs liés à l'hébergement qu'on a cité avant, bah, le premier des impacts positifs du cloud, c'est lié à cette caractéristique essentielle d'élasticité.
Donc, dans la définition du NIST, on parle d'élasticité rapide. En fait, dans le cloud, on parle maintenant d'élasticité automatique. Donc, c'est ce qu'on va trouver derrière les notions d'autoscaling chez les différents cloud providers. Et c'est quoi, techniquement? C'est le fait que on va pouvoir multiplier les instances de machines derrière des répartiteurs de charge, des load balancers, et que cette multiplication-là, elle va être dynamique. On va démarrer plus de machines quand on a besoin de plus de ressources, et on va arrêter des machines quand on a besoin de moins de ressources. Donc l'exemple que je prends souvent, c'est celui de la route du Rhum. Alors ça tombe bien parce que là, en plus, c'est un exemple d'actualité. La route du Rhum, c'est un événement qui a lieu tous les 4 ans, qui en gros génère du trafic sur les infrastructures de la route du Rhum, sans doute environ 6 mois dans l'année où ça se produit. Donc ça veut dire que tous les 4 ans, il y a 3 ans et demi où les serveurs se tournent les pouces. Donc si on devait dimensionner les centres de données de la route du Rhum pour un usage en pic, on aurait des machines qui, 3 ans et demi sur 4, se tourneraient les pouces. Avec l'autoscaling, ça nous permet d'avoir tout simplement un redimensionnement à la volée. Pendant les 6 mois où il y a plus d'activité, on a plus de machines, et puis, on a plus d'instances, et puis ça va diminuer derrière. Donc ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que tout simplement, derrière, les machines vont être. Enfin, on va arrêter de dimensionner des infrastructures. On arrête de dimensionner des infrastructures pour les pics de charge. Et donc, de fait, ça veut dire qu'on utilise moins de machines. Déjà, on fabrique moins de machines et on en utilise moins. Avec le vœu pieux qui est fait par les cloud providers, que quand c'est pas le client A qui utilise la machine, elle sera utilisée par le client B. Et donc, il y a comme ça une sorte de rotation dans l'utilisation des machines. Alors, c'est plus qu'un vœu pieux parce qu'aujourd'hui, c'est le modèle économique et il fonctionne. Un autre impact positif du cloud, il est lié à ces modèles de services, donc que j'ai représentés là les uns à côté des autres. Et il est en fait essentiellement lié à cette notion de mutualisation. Parce que plus on va confier des choses au cloud provider, donc plus on va aller vers la droite dans le modèle de mutualisation, plus ça va être de l'intérêt du cloud provider d'être dans une optimisation forte de l'utilisation des ressources qui sont en dessous. Donc, en fait, plus on va vers la droite, et moins on a de chances d'avoir des ressources qui tournent pour rien, et même des serveurs qui sont fabriqués pour rien. Parce que même quand on fait de l'infrastructure as a service, on a beau avoir une belle optimisation par le fournisseur de cloud sur la couche dont la responsabilité lui revient, derrière, comme c'est facile l'utilisation, c'est assez facile de se dire oh, je vais laisser tourner mes instances, c'est pas grave, je les utilise pas la nuit, mais c'est plus compliqué de les éteindre et de les redémarrer. Donc, on a encore des stats là ici, alors, qui datent un peu, mais des stats d'Amazon qui disaient que environ 30%, que les machines étaient en fait utilisées à 30% en général de leur capacité. Là où quand on tombe sur du function as a service, c'est sûr que le cloud provider, lui, il va utiliser les machines au maximum. Donc le deuxième impact positif, il est lié à cette mutualisation. Et puis il y a un autre impact du cloud qui est un peu plus subtil, mais que moi je mets dans la catégorie des impacts positifs, c'est que en fait les cloud providers, ils sont assez challengés sur ces aspects environnementaux. Alors essentiellement sur le prisme du dérèglement climatique et donc de l'impact carbone, mais c'est toujours ça de prix. Et donc du coup, ils ont les uns après les autres sorti des tableaux de bord de suivi de métriques environnementales. Alors encore une fois, essentiellement la consommation d'énergie et l'impact carbone associé. Mais on voit arriver des choses. Donc ça, c'est un tableau de bord côté Azure qui permet de suivre l'impact carbone, pour schématiser l'impact carbone de vos charges de travail dans le temps. Et puis on va trouver des choses comme ça, le Region Picker chez Google, qui permet de choisir une région, donc une région, un emplacement de data center, en fonction d'un certain nombre de critères. Donc là, c'est un peu petit, je pense que pour vous voyez, mais le premier critère, c'est l'impact carbone. Le deuxième, c'est le prix. Et le troisième, c'est la latence, qui est liée au critère d'après, qui est où est-ce que vous êtes situé. Et donc, en jouant sur ces sliders-là, ça va vous permettre de faire de l'optimisation. Par exemple, de dire, moi, si pour moi, le fait d'être low carbone, c'est beaucoup plus important que le prix, c'est ce que j'ai fait là, dans cet exemple-là, je vais sans doute aller, et que je suis en France, je vais sans doute aller dans le data center de Zurich,
Alors le screenshot date un peu depuis Google a ouvert une région en France, donc sans doute que ce serait la région parisienne, la région qui est située à Paris qui nous présenterait en premier maintenant. Mais à l'époque, il me disait va en Suisse. Et pourquoi ça, quelque part, c'est intéressant et c'est un impact positif parce que du coup, ça oblige finalement enfin, en tout cas, ça donne les outils pour s'intéresser à la thématique. Et même si les outils sont pas tous parfaits, ils ont au moins le mérite d'exister. Pour plus de détails sur ces outils, notamment ces dashboards, je vous conseille un talk de Pierre Rust qu'il a donné au Brestcamp cette année, dans lequel il est rentré dans le détail de comparaison des différents cloud providers, enfin de Amazon, Google et Azure. Et ce talk-là, vous pourrez le trouver sur la chaîne YouTube du Brestcamp. Et ça fait toujours plaisir de venir faire un petit peu de pub au Brestcamp quand je viens ici. Pour conclure, et je ne suis pas tout à fait dans le timing, mais pas loin. Pour conclure, alors rappelez-vous, oui d'ailleurs je l'ai pas redit, mais là vous voyez encore apparaître ma petite loupe. C'est que là, on est en train de zoomer sur un seul critère. On est bien qu'en train de zoomer sur le côté carbone, éventuellement le côté consommation d'énergie aussi. Donc pour conclure, rappelez-vous déjà que dans ce talk, on a fait une série de zooms et qu'on a essentiellement regardé les aspects réseau et serveur qui, selon le facteur qu'on regarde, représente entre 17 et 40% des impacts, là où le côté client, c'est entre 60 et 83% des impacts. Pourquoi c'est important de redire ça? Parce que, en fait, il faut de toute façon optimiser partout, mais si vous avez à prioriser, c'est peut-être plus votre impact sur les terminaux clients que vous devez optimiser en premier avant d'aller optimiser vos usages du cloud. Et au passage, comment on fait pour optimiser ces impacts sur les terminaux clients? On produit des applications qui sont légères, qui sont rapides et surtout qui ne créent pas un sentiment d'obsolescence chez l'utilisateur. Parce que si vous créez des applications qui rament, le risque, c'est que l'utilisateur il se dise mon smartphone, il ne marche plus. Et donc, le risque, c'est de l'amener à le remplacer. Donc rappelez-vous, on a fait des zooms, on a regardé ça, et puis vous voyez, contrairement aux clients où c'est la phase de fabrication qui a énormément d'impact, côté serveur et réseau, on va plutôt être sur les optimisations de la phase d'usage. C'est pas pour autant qu'il faut oublier la phase de fabrication. Avant de passer au slide suivant, il y a 3 t-shirts à gagner, donc je vous fais un petit quiz. C'est ça, 3 t-shirts. Alors, on va le faire à main levée. Donc d'après vous, l'utilisation d'énergie et d'électricité, en l'occurrence, par les centres de données, de mémoire, c'est 2010 et 2018. Donc vous allez me mettre 1 si vous pensez qu'elle a fortement diminué, 2 si vous pensez qu'elle a légèrement diminué, 3 si vous pensez qu'elle a été stable, 4 si vous pensez qu'elle a légèrement augmenté, ou 5 si vous pensez qu'elle a massivement augmenté. Si je suis tout seul à lever la main comme ça, c'est pas... Ah. Alors j'ai du 5, 4, 4... Alors... Je vais demander aux gens qui ont mis 4 de garder la main en l'air. Hop. Bon, c'est moche, vous êtes plus que 3, il y a 3 t-shirts. La bonne réponse, c'est celle-là. Ouais, il y en a qui avaient déjà la réponse. Hop. Et du coup, je vous laisse vous battre pour les t-shirts. Vas-y, relevez la main, ceux qui avaient la bonne réponse. Là. Hop. Déjà, est-ce que vous voulez un t-shirt? Parce qu'il y a peut-être des gens qui ne veulent pas de t-shirt. Ouais. Hop. Allez, tiens, je te laisse regarder lequel, je crois qu'il y a différentes tailles, lequel te plaît, et puis faire tourner aux autres. Donc, la consommation d'électricité des centres de données entre 2010 et 2018, elle a légèrement augmenté. Ouais, elle a légèrement augmenté. Mais en fait, pourquoi c'est préoccupant qu'elle ait légèrement augmenté? Parce qu'en fait, c'est malgré toutes les optimisations qu'on a fait entre 2010 et 2018, c'est-à-dire l'avènement du cloud, le fait qu'on soit passé massivement de data centers anciens avec des PUE très mauvais vers les hyperscalers qui ont des très bons PUE qui diminuent leurs impacts, etc. Malgré tout ça, malgré toutes ces optimisations, on a continué à avoir une augmentation sur 2010-2018. Et oui, la raison à tout ça, c'est qu'on a une augmentation extrêmement importante de l'utilisation des centres de données, des data centers. C'est ce qu'on appelle l'effet rebond, le paradoxe de Jevons quand on veut briller en société.
Jevons, Jevons, c'est un économiste anglais qui a travaillé sur, et qui travaillait au 19e siècle sur l'optimisation de l'utilisation de charbon. Parce que l'Angleterre arrivait au bout de ses mines de charbon, qu'il fallait optimiser. Et il s'est rendu compte d'un paradoxe, c'est que plus on avait des machines avec un fort rendement, plus on consommait du charbon. Alors qu'on aurait pensé le contraire. Pourquoi? Parce que comme c'était moins cher de produire de l'énergie, on en produisait plus. Et on a le même effet sur le cloud. Et il y a plusieurs choses qui illustrent ça. Par exemple, ça, c'est l'évolution du volume de données du volume de données stockées sur Internet entre 2010 et les projections jusqu'à 2025. Donc là, l'unité, c'est le zeta-octet. Ça, ça fait beaucoup, beaucoup d'octets. Et on était à 2 zeta-octets stockés sur Internet en 2010. Je crois que jusqu'en 2020, c'est les chiffres réels, donc 64,2. Donc en 10 ans, on a multiplié par plus que 30. Et vous voyez que les courbes de projection, elles restent, on est à 181 5 ans plus tard. Donc on fait encore une multiplication par 3. Et donc comme de plus en plus de données stockées le sont dans des data centers de type cloud, plus ça va, plus on a une utilisation du cloud. Ça, c'est lié à un autre phénomène qui est l'évolution du nombre d'objets connectés. Là, vous avez une courbe d'évolution du nombre d'objets connectés par personne. Donc, on prend le nombre total d'objets, on divise par la population mondiale. Et donc, là où, en moyenne, on était en dessous de 2 en 2010, on a des projections à 9 en 2025. Et puis, inutile de vous dire que cette multiplication des objets connectés, elle n'est pas équitablement répartie en fonction des pays. C'est-à-dire qu'évidemment, on en a beaucoup plus dans les pays développés que dans les pays en voie de développement. Et ça entraîne non seulement une croissance de l'utilisation du cloud, mais ça entraîne aussi le fait d'avoir besoin de créer des nouvelles architectures. Alors, c'est pas si nouveau que ça, parce que ça fait quelques années maintenant que ça existe, mais le concept de fog computing et de edge computing, cette idée qu'on a des équipements, des objets connectés qui produisent tellement de données qu'en fait, on ne peut pas toutes les remonter dans le cloud. On n'a pas les bandes passantes pour le faire. On n'a pas... Et donc, on va rajouter des équipements intermédiaires, notamment dans la couche fog, qui vont se charger de récupérer les données des équipements connectés au plus près de ces équipements-là, par exemple au pied d'une antenne 4G ou 5G, et qui vont agréger ces données-là pour en ne renvoyer vers le cloud que de la donnée qualifiée avec un volume beaucoup moindre. Donc ça veut dire que ça nous fait encore fabriquer des nouveaux équipements, et que les différents gains d'efficacité qu'on a pu faire dans les data centers, on ne va pas être capable de les faire à même échelle quand c'est systématiquement au pied d'une antenne 5G, par exemple. Ça veut dire qu'on va avoir des équipements qui vont être moins bien refroidis, qui vont consommer de l'énergie, etc. Donc ça va de pair avec ce qu'on disait un petit peu plus tôt, qui est l'idée que en fait, les principaux impacts environnementaux de l'IT, ils sont du côté équipement. Et en plus, la multiplication des équipements a aussi des impacts sur les couches réseau et hébergement, les serveurs. Donc en filigrane, pour traduire ça de manière plus simple, si vous voulez avoir un impact environnemental positif, réfrénez-vous sur les objets connectés, en fait. Arrêtez de multiplier tous les objets, parce que de toute façon, on va arriver prochainement sur un certain nombre de limites physiques, notamment, je vous parlais tout à l'heure de l'épuisement des ressources abiotiques, donc le fait qu'un certain nombre de ressources, donc abiotiques, c'est non vivantes, donc par exemple les minerais, sur un certain nombre de minerais, on arrive dans des limites d'exploitation rentable des minerais. En gros, si on prend le minerai d'étain, par exemple, sur les mines connues d'étain, aujourd'hui, on projette que d'ici 15 ans, on n'aura plus de minerais, en fait. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres dans d'autres mines, mais c'est Jancovici qui utilise Jean-Marc Jancovici qui utilise cette métaphore-là. Il parle de la métaphore des œufs de Pâques. Il dit qu'en fait, aller chercher des ressources dans la terre, c'est comme aller chercher des œufs de Pâques dans le jardin. Quand vous sortez, vous voyez les plus gros, et ils sont faciles à attraper. Donc vous allez les prendre, les ramener. Et puis vous allez ressortir, et là, vous allez être obligé de fouiller un petit peu plus pour trouver ceux de taille moyenne. Et puis à la fin, il y en a qui vont être hyper compliqués à trouver, les tout petits œufs Kinder. Ils vont être compliqués à trouver parce que voilà, ils sont sous les feuilles, etc. Et donc évidemment, plus c'est compliqué à trouver pour des ressources de ce type-là, plus c'est énergivore d'aller les chercher, plus ça va être cher, et donc plus les marchés vont être en tension sur ces différents matériaux.
Et je pense que n'importe qui a fait de l'électronique sait que sans étain, c'est un petit peu plus compliqué à faire. Bon, l'étain, c'est pas forcément le meilleur exemple parce que c'est un des matériaux qui se recycle le mieux, mais ça vous donne un ordre d'idée. Une petite pub au passage. Donc, il y a un article intéressant qui parle des impacts énergétiques du fog et du edge computing, qui a été coécrit notamment par Anne-Cécile Orgery, qui est une chercheuse rennaise. Donc, ouais, je fais un coup de pub au passage. Ça fait toujours plaisir de parler de Rennes à Nantes. Et ouais, bon, j'ai pris 10 minutes de plus que ce que j'avais prévu, mais c'est pas grave, j'arrive vraiment à mon vrai slide de conclusion aujourd'hui. Mon vrai slide de conclusion, il dit quoi? Il dit que l'essentiel de ce dont on a parlé dans ce talk, c'est du domaine de l'optimisation. Côté cloud, on a fait énormément d'optimisation. Déjà, côté hébergement, l'optimisation des serveurs qu'on a pu voir, les optimisations du refroidissement, etc. Et c'est bien. Sauf que ça a entraîné ce fameux effet rebond, le fait qu'on utilise beaucoup plus, de plus en plus de cloud, et que les vraies réponses pour réduire nos impacts environnementaux, ils ne sont pas du côté des optimisations, ils sont du côté de la sobriété. Ils sont du côté du fait d'être capable de réduire nos usages, de les maîtriser, de les raisonner. Tous au chômage. C'est pas ce que ça veut dire. Ça veut surtout dire arrêtons de faire tout et n'importe quoi, de mettre notamment en ligne plein d'applications qui ont peu de sens ou arrêtons de mettre 60 milliards de fonctionnalités dans des applications alors que les utilisateurs ils en veulent que 2, quoi. Et donc les vrais efforts à faire ils sont de ce côté-là, et c'est là qu'on va rentrer dans une des pratiques que vous avez sans doute peut-être vu dans le schéma initial, le diagramme de veine initial des différentes thématiques qu'on trouve dans le numérique responsable, qui est l'éco-conception de services numériques. Donc l'éco-conception de services numériques, c'est l'approche qui vise à, quand on conçoit un service numérique, à réfléchir et tenter de réduire au maximum les impacts environnementaux de ce service. Mais comme j'ai déjà largement dépassé le temps qui m'était accordé, c'est du teasing pour peut-être une prochaine conférence sur l'éco-conception de services numériques. Je vous remercie. Ok. Ouais. Tout à l'heure, tu disais que, alors j'ai oublié le nom, mais quand tu présentais donc les avancées, notamment des nouvelles technos, tu disais qu'il y avait une obsolescence. C'est pas le cas de ce qui existait avant. Qu'on crée des nouvelles choses. Ouais. Tu disais qu'il y avait des composants qui étaient facilement remplaçables, etc. Tu avais des technos aussi qui, potentiellement, la problématique était qu'elles pouvaient, entre guillemets, passer le mode et qu'elles ne pouvaient pas être remplacées. C'est pas le cas de ce qu'on avait jusqu'à présent ou... Donc la question pour nos amis de YouTube, c'est quand on a fait des optimisations, remplacé du matériel, remplacé des applications par des choses plus efficientes et plus optimisées, est-ce que finalement c'était pas déjà une façon de créer de l'obsolescence? Alors oui, c'est vrai. De fait, quand on a remplacé des vieux serveurs pas très efficaces par pas très efficients, pas très optimisés d'un point de vue environnemental, par des serveurs plus récents, plus puissants, etc., de fait, on crée de l'obsolescence sur les anciens serveurs, c'est vrai. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les cloud providers, dans les faits, ils marketent beaucoup le côté utilisation bas carbone, etc., mais ils travaillent aussi beaucoup sur la réutilisation du matériel, sur le fait de prolonger la durée de vie des serveurs. Par exemple, OVH, aujourd'hui, ils ont 3 gammes d'hébergement. Et en fait, c'est un recyclage à chaque fois des serveurs d'une gamme vers l'autre. C'est-à-dire que quand vous prenez du Kimsufi, qui est la gamme la moins chère, en fait, c'est des serveurs qui souvent ont déjà servi dans les gammes plus chères, mais qui ont déjà vécu quelques années. Donc il y a Kimsufi, SoyouStart et puis la gamme normale. Donc oui, il y a forcément, quand on remplace du matériel, création d'obsolescence, et c'est pour ça qu'un des axes de progression là-dessus, c'est d'essayer de faire durer le plus longtemps le matériel. C'est vrai pour les serveurs et c'est vrai aussi pour les terminaux utilisateurs. Ouais. Et du coup, je rebondis sur ce point-là. En ce moment, il y a beaucoup d'ARM qui se développent, et pour le coup, on ne peut pas le réutiliser facilement parce que ça change quand même l'architecture processeur. Et typiquement, est-ce qu'il faut aller vers de l'ARM qui consomme moins, etc., sachant que ça veut quand même dire construire des applications qui ne tourneront plus sur les anciens serveurs et donc foutre plein de serveurs à la poubelle.
Donc la question, c'est avec l'émergence des architectures ARM, est-ce que finalement l'émergence des architectures ARM, c'est une bonne chose? Parce que même si les serveurs unitairement consomment moins, ça nous fait créer, déjà fabriquer des nouveaux serveurs, et puis créer des applications qui potentiellement ne tournent pas sur les architectures x86. Bon, alors ça, c'est... La réponse, elle est partielle sur le côté applicatif, puisque certains langages utilisent des machines virtuelles intermédiaires qui font qu'ils vont pouvoir... les applications vont pouvoir tourner quelle que soit l'architecture sur laquelle on est. Et puis, on a la possibilité de recompiler les applications pour différentes targets. Donc, sur l'argument du logiciel en tant que tel, c'est discutable. Par contre, oui, clairement, le fait de produire des machines ARM qui, certes, sont beaucoup plus efficientes d'un point de vue énergétique, et notamment consommation d'électricité, ça reste produire des nouveaux équipements pour potentiellement rendre obsolètes d'anciens équipements. Donc, on est toujours dans cette thématique-là de si je fais de l'optimisation sans penser sobriété, finalement, je ne fais que, sous couvert d'optimisation, empiler les impacts, en fait. Tu fais ta petite balance bénéfice-risque. Ouais, il n'est pas facile à faire, parce que AWS, typiquement, il ne donne pas les chiffres de consommation de quoi que ce soit. Ouais. C'est assez nul là-dessus. D'accord. Il y a un autre point que je voulais préciser là sur ce côté optimisation sobriété. Si on zoome sur le cloud, le cloud, il permet des choses formidables, notamment en termes de taux de disponibilité. On peut avoir des taux de disponibilité hyper intéressants, des 99,99, 999, etc. Mais en fait, la question sous l'angle de la sobriété, c'est est-ce qu'on en a besoin? Est-ce que sur mon blog perso qui parle de Terraform et qui a 4 personnes qui lisent, j'ai vraiment besoin de le mettre réparti sur 4 régions derrière un autoscaler? Voilà. Il y a aussi ces questions de sobriété à se poser en tant qu'architecte du côté du cloud. Des fois, de se dire, OK, on peut avoir des super architectures hautement scalables sur des clusters Kubernetes, mais peut-être que parfois on n'en a pas besoin et que juste faire du serverless, par exemple, ça sera plus optimal. Alors, on aura encore pas mal de dispo sur le côté serverless, donc c'est peut-être pas le bon exemple, mais parfois peut-être juste se dire, je prends une machine, une instance infrastructure as a service, je déploie mon logiciel dessus, et puis s'il y a une coupure, il y a une coupure, quoi. Ça dépend... Et le cloud nous a amené à nous dire, de toute façon, comme on peut faire du 99-995, on va le faire tout le temps, quoi. Alors que ce n'est pas forcément nécessaire. Parce qu'évidemment, ça crée de la redondance, donc ça utilise plus de machines. Ma technique, c'est quand on me pose une question, je mets 10 minutes à répondre, comme ça décourage les suivants. Plus sérieusement, d'autres questions? Bon, merci beaucoup. Merci.